Mon frère m'a versé du champagne sur la tête à son mariage, en criant « Cède-moi la maison de la plage ». Il riait hystériquement. Jusqu'à ce qu'un avocat à la table 4 se lève et demande « Essayez-vous de la contraindre à commettre un délit ?» Mon frère, Guillaume, a versé une bouteille de champagne à 180 € sur ma tête à son propre mariage parce que je ne voulais pas lui donner ma maison de la plage. Lui et sa fiancée pensaient que c'était la blague la plus drôle du monde. Jusqu'à ce que notre avocat de famille, un invité à la table 4, se lève et crie quelques mots qui ont glacé le sang de mon frère. C'est ici que l'histoire commence vraiment. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La salle de bal était suffocante. Ce n'était pas seulement les 200 corps entassés dans un espace conçu pour 150, ou l'odeur écœurante de milliers de roses blanches fanant sous la chaleur de l'éclairage d'ambiance magenta. C'était la petite fièvre que je couvais depuis 3 jours, un cadeau d'adieu d'une grippe virulente qui m'avait laissé faible, endolori et émotionnellement fragile. J'avais failli rester à la maison. Mon Dieu, comme j'aurais aimé le faire. Je serrais un verre d'eau pétillante, dont les glaçons avaient fondu depuis longtemps, et j'essayais d'afficher un sourire serein de grande sœur. Mon frère, Guillaume, était à la table d'honneur sur une chaise blanche tape à accent grave-l'œil aux allures de trône, son bras drapé autour de sa nouvelle femme, Clara. Il riait, d'un son fort et braillard qui m'avait toujours fait grincer des dents. Et maintenant, annonça le maître de cérémonie, un toast de l'homme du jour, notre marié, Guillaume. Guillaume bondit sur ses pieds, saisissant sa flûte de champagne et la bouteille de Dom Pérignon millésimée du seau à glace. Il trébucha légèrement, et je sentis un œuf familier d'angoisse se serrer dans mon estomac. Il était déjà à moitié ivre. Ça n'allait pas bien se passer. Il tapota le microphone, le larsen strident à travers les haut-parleurs. Waouh, quelle journée! Quelle femme, bredouilla-t-il, plantant un baiser humide et théâtral sur la joue de Clara. Elle gloussa, d'un son aigu et haletant, et tourna son visage vers l'appareil photo de téléphone le plus proche. Je veux remercier tout le monde d'être venu, continua Guillaume, ses yeux balayant la pièce. Pour tous les cadeaux. Il fit une pause, et ses yeux se posèrent directement sur moi. Son masque enjoué et ivre tomba, remplacé par un éclair de ressentiment froid si puissant que je le sentis à 10 mètres de distance. Vous savez, dit-il, sa voix baissant pour prendre un ton confidentiel que le microphone amplifia dans tous les coins de la pièce. La famille, c'est censé être la générosité, le soutien, le partage de votre nouvelle vie. La plupart de ma famille comprend ça. Un murmure nerveux parcourut les tables de nos parents. Je sentis mon visage rougir, la fièvre et l'intense attention soudaine me donnant le vertige. Je savais exactement où il voulait en venir. Mais ensuite, il ricana. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas. Certaines personnes deviennent égoïstes. Il commença à marcher, se faufilant entre les tables, se dirigeant droit sur moi. Clara le regardait, un sourire suffisant et satisfait sur son visage parfaitement maquillé. C'était planifié. C'était leur petite performance. Ma grande sœur, Camille, annonça-t-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Associée dans un grand cabinet chic. Elle a tout l'argent du monde. Il était maintenant à ma table, me surplombant. Les invités étaient silencieux, regardant ce drame domestique horrible se dérouler. Camille, dit-il en levant la bouteille de champagne, à cette magnifique maison de la plage. La maison de la plage de nos parents. Celle où nous avons grandi. Il omit commodément la partie où nos parents me l'avaient laissé exclusivement en fiducie pour des raisons qui devenaient de plus en plus claires. Et j'ai dit, Camille, quel cadeau de mariage parfait. Donne-moi la maison. Et vous savez ce qu'elle a dit? Il se pencha, son haleine chaude et aigre de champagne. Elle a dit non. Quelques-uns de ses amis les plus bruyants au fond huèrent, pensant que c'était une blague. Elle a dit non, répéta-t-il, à son unique frère le jour de son mariage. Pouvez-vous croire à un tel égoïsme? J'essayai de me lever, mes jambes tremblantes. Guillaume, ce n'est ni le moment ni l'endroit, murmurai-je, la voix rauque à cause de la grippe et de l'humiliation. Oh, c'est exactement le moment et l'endroit, cria-t-il. Tu as voulu faire une scène en disant non, alors je vais faire une scène en disant oui. Il regarda Clara, qui leva son verre et hocha la tête, l'encourageant. Je voulais te donner une chance de changer d'avis,
Camille, dit-il, les yeux brillants de malice, mais tu es tout simplement trop froide. Tu dois te détendre. Te rafraîchir. Et sur ce, il renversa la bouteille de champagne glacée entière sur ma tête. Le choc du liquide froid fut instantané et total. Il frappa mon cuir chevelu, une cascade glacée et sucrée qui trempa mes cheveux, coula sur mon visage et imbiba la robe en soie pour laquelle j'avais dépensé une fortune. Je haletais, une inspiration brusque et involontaire, tandis que les rires de 200 invités, certains confus, d'autres nerveux, la plupart étant des amis de Guillaume et Clara, éclataient autour de moi. Je restais assise là, figée, dégoulinante et complètement humiliée, frissonnant de froid et de fièvre. Guillaume et Clara étaient hystériques, se tenant l'un l'autre en hurlant de rire. Voilà une vraie douche de champagne, beugla Guillaume. Je baissai les yeux, clignant pour chasser le champagne collant de mes cils, et vis mes mains trembler sur mes genoux. Je sentis une unique larme chaude de pure rage tracer un chemin à travers le liquide froid sur ma joue. À ce moment-là, je n'étais pas une associée en gestion de patrimoine de 42 ans. J'étais de nouveau une petite fille, harcelée par son frère dans le jardin pendant qu'il riait. Je pensais à ma maladie, à mon deuil pour nos parents, à mes années à le soutenir. La trahison était pire que l'humiliation publique. Les secondes qui suivirent l'impact du champagne sur ma peau s'étirèrent en une éternité angoissante. Le rugissement des rires me semblait un coup physique, et le liquide glacial qui s'accumulait maintenant dans le corsage de ma robe me faisait frissonner de manière incontrôlable. Ma fièvre, qui avait été une douleur sourde, s'envola en un brasier furieux, ma peau brûlant de l'intérieur tout en gelant à la surface. « Oh, détends-toi, Camille » bredouilla Guillaume, jetant la bouteille vide sur la table avec un bruit sec. « C'est juste une blague. Ne sois pas si mauvaise perdante. » Clara s'approcha, son téléphone tenu haut, capturant sans aucun doute toute la scène pathétique pour sa légion d'abonnés en ligne. « Ah oh, tu as l'air si rafraîchie, Camille » roucoula-t-elle, la fausse sympathie dans sa voix plus insultante que le champagne. « Peut-être que maintenant tu seras de meilleure humeur pour signer ces papiers. Considère ça comme un baptême pour notre nouvelle maison. » Je ne trouvais pas ma voix. Je ne pouvais que la regarder, fixant la cruauté calculée dans ses yeux. C'était la femme que mon frère avait choisie. C'était la femme qu'il faisait passer avant sa propre famille. Guillaume. Une voix basse et ferme traversa le vacarme. C'était mon oncle Henri, le frère de notre père. Il était debout, sa serviette froissée dans son poing, son visage un masque de fureur. « Tu t'excuses auprès de ta sœur immédiatement. » Le visage de Guillaume s'assombrit. « Mêle-toi de tes affaires, mon oncle. C'est mon mariage. Je m'amuse juste un peu avec ma sœur égoïste. » « Ça suffit, » dit une autre voix. Celle-ci était plus calme, mais elle portait une autorité qui fit taire Guillaume. C'était Antoine Lemaire, l'avocat spécialisé en succession de notre famille depuis longtemps et un ami proche de mon défunt père. Il était assis à la table 4, un invité que j'avais personnellement convié, un homme qui me connaissait depuis que je portais des nattes. Il regardait Guillaume non pas avec colère, mais avec une déception profonde, presque clinique, qui sembla dégriser mon frère plus qu'une cafetière de café noir ne l'aurait jamais fait. Guillaume, malgré toute sa grandiloquence, avait toujours eu une peur bleue des figures d'autorité. Il hésita, son assurance d'ivrogne se fissurant. C'était une blague, Antoine. Camille sait que je plaisante. Je retrouvai enfin l'usage de mes jambes. Je me levai, dégoulinante, la soie de ma robe collant à moi comme une seconde peau détrempée. La pièce tournait. « Non, Guillaume, dis-je, ma voix tremblante mais claire. Je ne sais pas que tu plaisantes. Je ne pense pas que tu plaisantes. » Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas sorti en trombe. J'ai marché avec autant de dignité qu'une femme trempée de champagne et luttant contre une fièvre de 38,3 degrés Celsius pouvait en rassembler, le long de la grande allée entre les tables, à travers le hall, et dehors dans l'air frais de la nuit. J'ai entendu mon oncle appeler mon nom, et j'ai entendu la chaise d'Antoine racler le sol, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis assise dans ma voiture dans la file des voituriers, le chauffage à fond, frissonnant si fort que mes dents claquaient. L'humiliation était un poids physique qui m'oppressait la poitrine. Ce n'était pas seulement le champagne. C'était la déclaration publique. Il avait tracé une ligne et m'avait fermement placé de l'autre côté, tout ça pour une maison. Un coup sur ma vitre me fit sursauter. C'était Antoine Lemaire.
il avait mon sac à main et mon manteau, que j'avais laissé à la table. J'ai déverrouillé la portière, et il s'est glissé sur le siège passager, l'air sombre. « Camille, ça va ?» demanda-t-il, la voix douce. « Je vais bien » mentis-je, ma voix se brisant. « J'ai juste froid. » Il me tendit mon manteau, et je l'enroulai autour de mes épaules, la laine sèche un petit réconfort. « Ce qu'il a fait là-dedans, » dit Antoine, sa voix se durcissant, « n'était pas seulement cruel, Camille. C'était colossalement stupide. »« C'est un idiot, » murmurai-je, les larmes de frustration s'échappant enfin. « C'est un idiot gâté et arrogant, et j'en ai fini, Antoine. J'en ai tout simplement fini. » « Il l'est, » acquiesça Antoine. « Mais il est aussi quelque chose de plus. Il est désespéré, et Clara est un catalyseur. » Il me regarda, son regard vif et concentré. « Tu gères la fiducie parfaitement depuis une décennie, Camille. Tu as été plus que juste. Tu as été généreuse à l'excès, le laissant utiliser cette maison comme son lieu de fête personnel. »« Je sais, » dis-je en m'essuyant le visage. « Je pensais que ce serait suffisant. »« Ce n'est jamais assez pour des gens comme Guillaume et Clara, » dit Antoine. Il fit une pause, comme s'il pesait ses prochains mots. Il a appelé mon cabinet, tu sais, ces 6 dernières semaines, exigeant des copies de la fiducie, exigeant de savoir comment il peut obtenir sa moitié de la maison. C'était nouveau pour moi. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Je lui ai dit la vérité, » dit Antoine. « Que la fiducie est claire. Que tu es la seule fiduciaire et que la propriété doit être préservée, non liquidée. Qu'il est un bénéficiaire, mais qu'il n'a aucune autorité. » Ça a semblé le mettre en colère. « Alors c'était sa vengeance, » dis-je, les pièces du puzzle s'assemblant, parce que j'ai suivi précisément les souhaits de nos parents. Antoine regarda en direction de la salle de bal, où la musique avait repris, un rythme lourd et odieux, comme si de rien n'était. Guillaume est un imbécile. Il vient d'essayer d'humilier publiquement la seule personne qui le protégeait. Mais ils semblent tous les deux avoir oublié une chose cruciale. Je le regardai. Qu'est-ce que c'est ? L'expression d'Antoine était indéchiffrable, mais il y avait une lueur dans son œil. Ils ont oublié ce qu'est une fiducie. Ils ont oublié que les souhaits de nos parents ne sont pas des suggestions. Ce sont des documents juridiquement contraignants. Et ils ont oublié qui je suis. Il posa une main sur mon bras. Rentre chez toi, Camille. Mets-toi au chaud. Rétablis-toi. Je vais gérer les retombées immédiates là-dedans. Mais je pense qu'il est temps que nous examinions les clauses discrétionnaires de la fiducie. Guillaume semble avoir l'impression que son accès à cette maison de la plage est un droit. Il est temps que nous lui rappelions que cela a toujours été un privilège qui peut être révoqué. Ces mots m'envoyèrent un frisson qui n'avait rien à voir avec le champagne. Un privilège révoqué. Un minuscule et dur noyau de détermination commença à se former dans ma poitrine, juste à côté de la blessure. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que je n'étais pas seulement leur sœur égoïste. J'étais l'exécutrice testamentaire, et le jeu qu'ils venaient de commencer était un jeu auquel ils n'avaient absolument aucune idée de comment jouer. La maison de la plage n'était pas seulement faite de briques et de mortier. C'était le coffre-fort de toute mon enfance. C'était le dernier morceau tangible de mes parents qu'il me restait. Je me souvenais de mon père, les manches retroussées, m'apprenant à poser le mastic des fenêtres, sa voix patiente tandis qu'il expliquait pourquoi un travail qui vaut la peine d'être fait est un travail qui vaut la peine d'être bien fait. Je me souvenais de ma mère, assise sur la véranda grillagée, m'aidant avec un puzzle de 1000 pièces, l'odeur de l'air salin et de sa lotion parfumée à la rose remplissant mes poumons. C'était aussi l'endroit où j'avais investi ma propre vie. Après le décès de mes parents, la maison était tombée en ruine. Pendant que Guillaume, alors dans la mi-vingtaine, était occupé à se trouver, en passant de boulot de moniteur de ski à des voyages en sac à dos, tous financés par le modeste héritage que nos parents lui avaient laissé, j'étais à la maison de la plage tous les week-ends. J'ai dépensé plus de 90 000 € de mon propre argent et de l'argent que j'avais gagné à mon poste à haute pression pour la restaurer méticuleusement. J'ai remplacé le toit, poncé les planchers, modernisé la cuisine et reconstruit la véranda. Je l'ai fait parce que j'aimais la maison, et je l'ai fait parce que je savais que mes parents auraient voulu qu'elle soit préservée. Guillaume, bien sûr, adorait la nouvelle maison de la plage. Une fois les travaux terminés, il a commencé à venir.
Il amenait des volées d'amis bruyants et désordonnés, traitant l'endroit comme un motel gratuit. Il laissait des serviettes pleines de sable sur les parquets, buvait tout le bon alcool du placard et oubliait de nettoyer avant de partir. Je descendais pour trouver des bouteilles vides, des poubelles débordantées, une fois, une horrible marque de brûlure sur la nouvelle rampe de la véranda. J'ai essayé de fixer des limites. J'ai créé un calendrier. Je lui ai demandé de participer aux frais de service public. Les demandes ont été accueillies par des roulements d'yeux et des accusations. C'est une maison de famille, Camille. Pourquoi es-tu si corporatiste à ce sujet? C'est une maison en fiducie, Guillaume, lui rappelai-je, ma patience s'effritant. Et je suis la fiduciaire. J'ai la responsabilité légale de maintenir sa valeur. Légale, se moquait-il. Tu n'es pas drôle. Mais j'étais généreuse. Je le laissais l'utiliser pour les vacances, pour les longs week-ends, pour des soirées de réseautage pour sa carrière naissante dans l'immobilier. Je le faisais parce qu'il était mon frère, et parce qu'au fond de moi, je voyais encore le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. Je pensais qu'en étant accommodante, je pourrais maintenir une relation. Puis Clara est entrée en scène. Je l'ai rencontrée il y a un an lors d'un dîner de famille. Elle était, je devais l'admettre, stupéfiante. Elle avait ce genre de beauté soignée et sans effort qui ne vient que d'un effort quotidien immense. Elle était une influenceuse lifestyle, un titre de poste que je trouvais, en tant que gestionnaire de patrimoine, déconcertant. Toute sa carrière semblait être construite sur la publication de photos de choses chères. Dès son arrivée, elle était en représentation. Elle a filmé son arrivée. Elle a filmé le dîner. Elle a filmé Guillaume ouvrant une bouteille de vin. C'était épuisant. Mais ce qui m'a fait grincer des dents, c'était sa conversation. Alors, Camille, avait-elle dit, sa voix un ronronnement étudié et haletant, Guillaume me dit que tu travailles dans les chiffres. Je gère des portefeuilles de patrimoine, oui, avais-je répondu poliment. Oh, c'est si charmant, avait-elle souri, comme si je venais de lui dire que je reprisais des chaussettes pour vivre. Je trouve que la vraie richesse n'est pas dans les chiffres sur un écran. Elle est dans les actifs. Vous savez, les choses tangibles. Comme la propriété. Ses yeux s'étaient tournés vers une photo encadrée de la maison de la plage sur ma cheminée. Le regard qu'il portait n'était pas appréciateur, il était évaluateur. Guillaume adore cette maison de la plage, avait-elle continué, posant une main parfaitement manucurée sur son bras. Il est si sentimental. Il dit que c'est le seul endroit où il se sent vraiment lui-même. J'avais regardé Guillaume se pavaner sous son contact. C'était la première fois que je l'entendais décrire comme sentimental. Négligent et arrogant étaient les mots qui me venaient à l'esprit. Au cours des mois suivants, la campagne de Clara a commencé. C'était subtil au début. Elle publiait des photos de la maison de la plage, la taguant maison ou notre lieu de bonheur. Elle m'envoyait des textos. Camille, ma chérie, nous pensions refaire la chambre d'amis. Le thème nautique est tellement démodé. J'ai une planche d'inspiration. Je lui ai rappelé gentiment mais fermement que c'était une propriété en fiducie, pas son projet de décoration personnelle. Ses réponses sont devenues plus courtes, plus froides. Puis, 2 mois avant le mariage, Guillaume m'avait appelé. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Alors, Clara et moi avons parlé, avait-il dit, sa voix pleine d'une fausse assurance. Nous avons décidé que nous voulons la maison de la plage comme cadeau de mariage. J'avais littéralement ri. Guillaume, tu sais que je ne peux pas te donner la maison. Elle n'est pas à moi. Elle est dans la fiducie. Oh, allez, Camille. Ne sois pas comme ça. Tu es la fiduciaire ou je ne sais quoi. Signe juste un papier. Fais en la nôtre. C'est la bonne chose à faire. Clara mérite une belle maison. La mérite? Et qu'en est-il de ma responsabilité envers les souhaits de nos parents? La fiducie est explicite. La propriété doit être préservée pour le bénéfice de, eh bien, nous deux et de toutes les générations futures. Je ne peux pas simplement te la céder. Pourquoi pas, avait-il lâché. Tu ne l'utilises même pas tant que ça. Tu travailles tout le temps. Nous y vivrions. Nous l'apprécierions. Tu ne fais que l'accumuler, Camille. C'est égoïste. Tu as toujours été égoïste. L'accusation,
après les décennies que j'avais passées à réparer ses bêtises, à payer ses anciennes dettes d'université, à co-signer pour sa première voiture, et maintenant à entretenir la maison même qu'il exigeait, était à couper le souffle. La réponse est non, Guillaume, avais-je dit, ma voix plate et finale. Ça n'arrivera pas. Je ne trahirai pas la confiance que nos parents ont placée en moi. J'ai raccroché, et la guerre froide a commencé. Il ne m'a plus parlé jusqu'au mariage. La fois suivante où je l'ai vu, il marchait vers moi, une bouteille de champagne à la main et une malice pure et sans fard dans les yeux. En y repensant, j'ai vu le schéma. Guillaume, faible et désespéré de l'approbation de cette femme brillante et manipulatrice. Clara, une créature superficielle qui voyait la maison de la plage non pas comme un foyer, mais comme une toile de fond, un symbole de statut, un actif à exploiter pour sa marque. Ils n'étaient pas seulement arrogants. Ils étaient une combinaison dangereuse de paresseux et de cupides. Et ils venaient de commettre l'erreur catastrophique de déclarer la guerre à la seule personne qui détenait toutes les cartes légales. Le matin après le mariage, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir été heurté par un camion. La fièvre était enfin tombée, mais la gueule de bois émotionnelle était sévère. Mes cheveux étaient encore collants par endroits, et l'odeur de champagne éventée s'accrochait à ma peau malgré une douche brûlante. Ma robe en soie était un tas ruiné et rétrécie sur le sol de la salle de bain. Mais alors que j'étais assise à ma table de cuisine, sirotant une tasse de café noir, l'humiliation de la veille a commencé à se transformer en une détermination froide et dure. Le brouillard de la maladie et du choc se dissipait. J'étais une gestionnaire de patrimoine. Toute ma carrière était basée sur la logique, la stratégie et la protection des actifs contre les décisions émotionnelles et irrationnelles. Guillaume et Clara venaient de me traiter comme une idiote. Il était temps que je leur rappelle ce que je faisais réellement dans la vie. Je pensais aux mots d'Antoine Lemaire. Il a oublié ce qu'est une fiducie. Il avait raison. Guillaume avait toujours vu la fiducie comme une suggestion, un peu de paperasse ennuyeuse que moi, sa sœur coincée, utilisait pour le contrôler. Il n'avait aucune idée de son pouvoir légal et inébranlable. Il n'avait aucune idée de ce que signifiait « devoir fiduciaire ». Mes parents avaient créé la fiducie pour une raison. Ils aimaient Guillaume, mais ils n'étaient pas aveugles. Ils connaissaient sa nature impulsive, sa susceptibilité aux mauvaises influences, son manque total de discipline financière. Ils m'avaient nommé unique fiduciaire pour protéger la maison de lui et, d'une certaine manière, pour lui. La fiducie stipulait que la maison devait être entretenue et que si elle était un jour vendue, une décision que seul moi pouvais prendre, les bénéfices seraient partagés. Mais dans sa forme actuelle, c'était un actif pour le plaisir de la famille, pas pour la liquidation. En exigeant que je la lui cède, Guillaume n'était pas seulement un gamin capricieux. Il me demandait de commettre un délit. Il me demandait de violer mon devoir fiduciaire, un acte qui pouvait non seulement me valoir un procès, mais aussi me faire radier de ma propre profession. Et il l'avait fait publiquement, devant 200 témoins. Mon piège astucieux n'était pas quelque chose que je devais construire. Mes parents l'avaient déjà construit pour moi. Je n'avais qu'à le déclencher. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé 2 appels. Le premier était pour Antoine Lemaire. Antoine, c'est Camille. Je me sens beaucoup mieux. J'aimerais te rencontrer cet après-midi si tu es libre. Je veux examiner la clause de révocation des privilèges dans la fiducie. Je veux aussi rédiger une mise en demeure formelle. J'ai déjà sorti le dossier, dit Antoine, sa voix très professionnelle. Je serai prêt à 14 heures. Le deuxième appel était pour un homme nommé Marc Durand, l'un des meilleurs détectives privés que mon cabinet gardait sous contrat. Nous l'utilisions pour la vérification préalable, pour enquêter sur des partenaires commerciaux potentiels et pour trouver des squelettes dans les placards avant qu'ils ne puissent s'agiter. Marc, bonjour, c'est Camille, dis-je. J'ai une affaire personnelle. J'ai besoin d'une vérification approfondie des antécédents d'une femme. Son nom est Clara Laurent. Mon frère vient de l'épouser. Je veux tout. Antécédents de crédit, adresse passée, toute relation passée notable, problèmes juridiques, faillite, tout. Compris, dit Marc, sans poser de questions. Dans quel délai? Hier. Ce sera cher, prévint-il. Mettez ça sur mon compte personnel, dis-je. Je veux savoir qui dort vraiment dans le lit de mon frère. Cet après-midi-là, j'étais assise dans le bureau luxueux d'Antoine Lemaire, une copie fraîche du document de fiducie entre les mains. C'est encore mieux que dans mes souvenirs, dis-je, un sourire sombre aux lèvres.
Antoine hocha la tête. Ton père était un homme très intelligent. Regarde l'article 4, section B, utilisation de la propriété. Il stipule que les bénéficiaires, ce qui inclut Guillaume, se voient accorder des privilèges révocables d'utilisation de la propriété. Sous réserve de leur respect de la propriété elle-même et de l'intégrité de la fiducie et de sa fiduciaire. Sous réserve du respect de la fiduciaire, répétez-je, les mots ayant un goût de victoire. Verser du champagne sur la tête de la fiduciaire dans une tentative publique de la contraindre à rompre la fiducie. Je dirais que cela qualifie de manque de respect. C'est une violation flagrante, convint Antoine, joignant ses doigts. Tu es tout à fait dans ton droit de révoquer son accès de façon permanente. Rédigeons la lettre, dis-je. Et une ordonnance d'interdiction de pénétrer sur la propriété. Nous la ferons signifier à son domicile et à son bureau immobilier. Et pour Clara, demanda Antoine. Elle n'est pas une bénéficiaire, dis-je froidement. Elle n'a aucun droit sur la propriété. Elle est maintenant et sera toujours une invitée. Et comme elle n'est plus la bienvenue en tant que mon invitée, son accès est également terminé. Nous avons travaillé pendant 1 heure, rédigeant les documents les plus froids et les plus juridiquement précis que j'ai jamais eu le plaisir de co-rédiger. Il décrivait les actions de Guillaume au mariage, citait la clause exacte de la fiducie qu'il avait violée et l'informait que ses privilèges d'utiliser, d'entrer ou d'accéder à la maison de la plage étaient par la présente terminés, avec effet immédiat. Toute tentative de le faire serait suivie de poursuites judiciaires. Alors que nous terminions, mon téléphone vibra. C'était un courriel de Marc, le détective privé. L'objet était « Clara Laurent, urge. Vous devez voir ça. » Je l'ai ouvert. Mon sang se glaça. Clara Laurent, ou comme elle était anciennement connue, Clara Morel, n'était pas seulement une influenceuse insipide. C'était une professionnelle. Elle avait eu 2 mariages précédents, tous 2 avec des hommes plus âgés et riches. Les 2 mariages s'étaient terminés après moins de 2 ans, et les 2 fois, elle était repartie avec des règlements financiers importants. Elle avait une série de dettes, un dépôt de bilan récent qui avait été rejeté et, le plus accablant, elle était défenderesse dans un procès civil en cours dans les Alpes-Maritimes, intenté par les enfants de son dernier mari, l'accusant d'abus de faiblesse et d'abus financiers sur personnes âgées. Elle n'était pas seulement une croqueuse de diamants. C'était une prédatrice, et elle avait mon stupide et crédule frère enroulé autour de son petit doigt. Mon Dieu, murmurai-je en tendant le téléphone à Antoine. Il lut le rapport, ses sourcils grimpant sur son front. Eh bien, dit-il, la voix sombre, ça change les choses. Ce n'est pas juste une querelle de famille. Ton frère est dans de très, très sérieux ennuis. L'enquête avait commencé comme un moyen d'obtenir un avantage. Elle venait de se transformer en mission de sauvetage. Mais pour sauver mon frère, je devais d'abord détruire complètement et totalement sa nouvelle femme. Le jour après le mariage, Guillaume et Clara étaient, comme on pouvait s'y attendre, silencieux. Je supposais qu'ils étaient dans un avion pour une lune de miel que Clara avait exigée. J'ai profité du calme pour mettre mes pièces en place. J'ai fait changer toutes les serrures de la maison de la plage par un serrurier, installé un nouveau système de sécurité de haute technologie et fait envoyer les ordonnances d'interdiction de pénétrer sur la propriété à un huissier, prêt à être signifié dès leur retour. Ils ne sont pas partis en lune de miel. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonna. C'était Guillaume. Je laissai le message sur la messagerie vocale. Il rappela encore et encore. Finalement, une série de textos arriva. Guillaume, Camille, décroche le téléphone. Guillaume, ce n'est pas drôle. L'agent immobilier pour la location de la maison de la plage dit que les clés ne fonctionnent pas. Guillaume, Clara et moi sommes sur la véranda. Le code ne fonctionne pas. Règle ça. Je souris. Elle, agent immobilier, était Guillaume lui-même. Il avait secrètement mis la maison en location sur des sites de location à court terme, une violation directe de la fiducie et des règles de l'association des propriétaires, et empoché l'argent. J'avais découvert ça il y a des mois et j'avais monté un dossier. Guillaume, Camille, j'ai des locataires qui arrivent dans 1 heure. Ils m'ont payé une caution de 4 500 €. Où diable es-tu? Je décidai de répondre. Allô, Guillaume. Enfin, cria-t-il, sa voix métallique et furieuse. Que as-tu fait aux serrures? Je suis enfermé dehors. J'ai des clients qui arrivent.
Tu veux dire les locataires illégaux dont tu empoches l'argent en violation de la fiducie, demandai-je calmement. Ne t'inquiète pas pour eux. J'ai fait contacter la plateforme de location par mon avocat. Ton annonce a été signalée et supprimée pour fraude. La famille que tu as escroquée recevra un remboursement complet. Il y eut un silence stupéfait et bredouillant à l'autre bout. Tu? Quoi? Comment as-tu? Tu pensais que j'étais stupide, Guillaume? Tu pensais que je ne remarquerais pas le va-et-vient d'étrangers dans la maison de nos parents? Tu n'as pas le droit, hurla-t-il. C'était mon argent. C'était de l'argent gagné en utilisant illégalement un actif de la fiducie, le corrigeai-je. Et à ce propos, tu devrais vérifier ton courrier. Un huissier a déposé un paquet pour toi à ton bureau ce matin. Il a aussi été envoyé à ton appartement. Quel paquet? De quoi parles-tu? Je parle de l'article 4, section B, dis-je, ma voix aussi froide que le champagne qu'il m'avait versé dessus. Tes privilèges d'accès à la maison de la plage ont été révoqués. Définitivement. Si tu es encore sur la propriété, je te suggère de partir. Le nouveau système de sécurité a déjà signalé ta présence à la police locale. J'entendis une nouvelle voix, Clara. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit? La voix de Guillaume était un murmure paniqué. Elle nous met dehors. Elle a changé les serrures. Elle dit que nous violons la propriété. QOI, hurla Clara. Le téléphone était clairement sur haut-parleur. Dis-lui, Guillaume. Dis-lui qu'elle ne peut pas nous faire ça. C'est notre maison. En fait, Clara, ce n'est pas le cas, dis-je, ma voix claire et nette. C'est la maison de la fiducie, et tu n'es pas une bénéficiaire. Tu es une invitée, et tu n'es plus la bienvenue. Jamais. Tu ne peux pas faire ça, cria Clara. Nous sommes mariés. Ce qui est à lui est à moi. Nous te poursuivrons en justice. Nous te poursuivrons pour son héritage. Allez-y, dis-je, presque en riant. Essayez donc. J'adorerais voir votre visage lors d'une déposition. Je suis sûr que les enfants de Monsieur Beaumont dans les Alpes-Maritimes seraient fascinés d'entendre parler de votre nouvelle cible. Où devrais-je vous appeler Clara Morel? La ligne se coupa. Pas juste un raccrochage. C'était un silence paniqué et maladroit, comme si le téléphone avait été lâché. Je me suis rassise, le cœur battant. J'avais jeté la première pierre. J'avais révélé une information clé, je connaissais son vrai nom. C'était un pari. J'avais brisé son sang-froid, mais j'avais aussi montré mes cartes. La réaction fut immédiate. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'alluma avec un numéro masqué. Je le laissai sonner. Et encore. Et encore. Puis vinrent les textos, cette fois du numéro de Clara. Clara, pour qui te prends-tu? Clara, tu essaies de ruiner ma vie. Clara, Guillaume m'aime. Il ne te laissera pas faire ça. Tu es une vieille femme triste et jalouse. Clara, je ne sais pas qui est Monsieur Beaumont et tu n'as aucune preuve. Ces menaces mal exécutées étaient toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle était paniquée. Elle était négligente. J'avais touché un point sensible. Mais ensuite, un texto de Guillaume arriva, et celui-ci me glaça. Guillaume, tu te crois si intelligente? Tu penses que tu peux juste prendre ma maison et calomnier ma femme. Tu as tort. Tu vas signer pour cette maison. Je vais t'y forcer. La menace était vague, mais la malveillance ne l'était pas. Le garçon avec qui j'avais grandi avait disparu, remplacé par cet homme désespéré et acculé, entièrement sous le contrôle d'une prédatrice professionnelle. Le jeu venait de s'intensifier. Je connaissais le passé de Clara. Elle ne partirait pas simplement. Elle se battrait, et elle se battrait salement. J'ai appelé Marc, le détective privé. J'ai besoin que tu trouves l'avocat des enfants Beaumont. Maintenant. Et je pense que je dois engager une sécurité personnelle. Le piège était tendu, mais l'animal était maintenant blessé, et les animaux blessés sont les plus dangereux. Les 2 semaines suivantes furent une démonstration magistrale de désespoir. Clara, se remettant apparemment de son choc initial, lança une campagne de dénigrement à grande échelle. Ma boîte de réception fut inondée de courriels de parents éloignés et de vieux amis de la famille,
tous demandant pourquoi j'abusais financièrement de mon frère. Ma très chère Camille, commençait un courriel d'un cousin au second degré, j'ai été si affligé d'apprendre que tu retiens l'héritage de Guillaume et que tu essaies de le rendre, lui et sa charmante nouvelle épouse, sans abri. Ce n'est sûrement pas ce que vos parents auraient voulu. La patte de Clara était partout. Elle avait instrumentalisé le réseau familial inquiet, me dépeignant comme une vieille fille froide et sans cœur. Un dragon, son mot, répété dans 3 courriels différents, amassant un trésor qui appartenait de droit à mon charmant frère au bon cœur. Simultanément, le comportement de Guillaume devint plus erratique. Il laissa des messages vocaux décousus et larmoyants, alternant entre supplications de pardon et menaces de me démasquer. Camille, s'il te plaît. Clara est. Elle est si bouleversée, bafouillait un message. Juste donne-nous la maison, et tout pourra redevenir normal. Nous pourrons être à nouveau une famille. 1 heure plus tard, un autre message, tu vas le regretter, Camille. Tu déchires cette famille. Clara a raison. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. C'était pathétique. Et pendant un instant, j'ai presque ressenti une pointe de pitié. Ce n'était pas le frère que je connaissais. C'était une marionnette. Mais la pitié s'est évaporée quand j'ai vu le débit sur la carte de crédit de la fiducie. Il provenait d'une quincaillerie près de la maison de la plage. Pour un pied de biche. J'ai immédiatement vérifié le flux de la nouvelle sécurité sur mon téléphone. Là, en haute définition horriblement claire, se trouvait Guillaume. Il était sur la véranda arrière, essayant de forcer les nouvelles serrures des portes-fenêtres. Clara se tenait sur la pelouse, le filmant, en criant, plus fort, bébé. C'est notre maison. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés en quelques minutes. Guillaume et Clara ont été arrêtés pour violation de propriété et tentative d'effraction. Ceci, je le savais, était la pièce finale. J'ai appelé Antoine le maire. Ils l'ont fait, Antoine. Ils ont essayé d'entrer par effraction. Je l'ai en vidéo. C'est fini, dit Antoine, la voix sombre. La partie est terminée. Le lendemain, Marc le détective privé livra le coup de grâce pour le cercueil de Clara. Il l'avait trouvé, Thomas Beaumont, le fils de la dernière victime de Clara, et son avocat. Ils essayaient de monter leur dossier civil contre Clara depuis des mois, mais il leur manquait une pièce cruciale, une récurrence de comportement. Monsieur Beaumont arrive de Nice demain, m'a dit Marc. Il est très intéressé à vous rencontrer, vous et votre frère. Maintenant, je devais faire la partie la plus difficile. Je devais mettre Guillaume dans une pièce, loin de Clara, et lui montrer le monstre qu'il avait épousé. J'ai fait suspendre les accusations pour l'effraction, pas les annuler. J'ai demandé à Antoine d'appeler le nouvel avocat de Guillaume, un avocat de bas étage que Clara avait clairement trouvé, et de proposer une réunion de famille pour résoudre cette situation malheureuse avant que les charges ne soient retenues. Guillaume a accepté immédiatement, pensant probablement qu'il pourrait enfin m'intimider pour que je cède. Il est arrivé seul au bureau d'Antoine, selon nos conditions. Il avait l'air terrible. Il était pâle, nerveux et avait perdu du poids. Camille, commença-t-il, essayant de paraître autoritaire. Tu dois annuler la police. C'est de la folie. Tu portes plainte contre ton propre frère. Assieds-toi, Guillaume, dis-je. Antoine le maire s'assit en bout de table de conférence. Guillaume, commença Antoine, nous sommes ici pour discuter des accusations criminelles de violation de propriété et de dommages matériels, et de l'affaire civile de votre campagne soutenue de harcèlement et de coercition contre votre sœur, la fiduciaire. Coercition, se moqua Guillaume. Je veux juste ce qui est à moi. C'est ce qui est à toi, Guillaume, dis-je, faisant glisser un épais document sur la table. C'était le compte de résultats complet de la maison de la plage pour les 5 dernières années. C'est ce que coûte l'entretien de la maison. Les impôts fonciers, le nouveau toit, l'assurance, les services publics, tout payé, comme tu le verras, soit par la fiducie, soit directement de mes comptes personnels. Et ça, dis-je, faisant glisser un autre dossier, ce sont les 29 000 € que tu as volés en la louant illégalement. Le visage de Guillaume devint blanc. Et ça, dis-je, ma voix baissant, c'est ta femme. Je poussai le rapport de Marc sur la table. Son nom n'est pas Clara Laurent. C'est Clara Morel. Voici une copie de sa récente faillite.
Voici les détails de ces 2 mariages précédents. Et ceci, dis-je en tapotant la dernière page, c'est le procès civil contre elle dans les Alpes-Maritimes pour abus de faiblesse sur personnes âgées. Elle cible les familles riches, Guillaume. Elle trouve le maillon faible, l'épouse, puis le pousse à liquider des actifs. Il fixa le papier, ses mains tremblantes. Ce sont des mensonges. Tu inventes tout ça. Vraiment, demandai-je. Où est-ce que ça te semble familier? Est-ce que ça ressemble à « Donne-moi la maison, bébé. C'est la nôtre. Nous la méritons ?» Il leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés par une horreur naissante et écœurante. Il luttait, sa loyauté envers Clara en guerre avec la preuve irréfutable devant lui. Elle m'aime, murmura-t-il, les mots sonnant creux même à ses propres oreilles. Elle aime la maison de la plage, répliquai-je. Et elle était prête à te faire arrêter pour l'obtenir. À ce moment précis, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Antoine Lemaire se tenait là. Guillaume, Camille, voici monsieur Thomas Beaumont. Il est venu de Nice pour être ici. Un homme de mon âge environ, avec des yeux fatigués et un visage marqué par le chagrin, entra. Il regarda Guillaume, et son expression se durcit d'une reconnaissance douloureuse. Alors, dit Thomas Beaumont, sa voix calme mais tremblante de rage, vous êtes le nouveau. Vous êtes celui qu'elle utilise pour essayer de voler la maison de votre famille, tout comme elle a essayé de voler celle de mon père. Guillaume regarda le rapport, puis monsieur Beaumont, puis moi. Le charme ne se rompit pas seulement, il vola en éclats. La couleur quitta son visage alors qu'il comprenait enfin, la vérité. Il n'était pas son partenaire. Il était sa proie. L'événement était la fête du 70e anniversaire de notre oncle Henri. C'était un grand dîner traiteur au vieux et respectable country club auquel notre famille appartenait depuis des générations. Après l'incident du champagne, mes parents s'étaient divisés. Certains, influencés par les mensonges de Clara, étaient froids avec moi. D'autres, comme l'oncle Henri, étaient fermement de mon côté. Il m'avait appelé personnellement. Camille, avait-il dit, je me fiche de ce qui se passe. Tu es ma filleule, et tu seras à ma fête. Je savais que Guillaume et Clara seraient là. Ils n'oseraient pas manquer un événement familial aussi public. C'était la scène parfaite. Je suis arrivé avec Antoine Lemaire comme invité. Sa présence a immédiatement mis la faction Clara sur le qui-vive. Mais la vraie surprise fut mon deuxième invité, monsieur Thomas Beaumont, que j'ai présenté à tout le monde simplement comme un nouveau client. Clara, tenant salon près du bar, ressemblait à une prédatrice qui venait de sentir le sang. Elle me vit, et ses yeux se plissèrent. Elle vit Antoine, et elle parut agacée. Puis elle vit le bel étranger bien habillé avec moi, et tout son comportement changea. Elle s'illumina visiblement, son sourire s'élargissant, sa posture changeant. Elle le voyait comme une nouvelle cible potentielle. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Le dîner fut tendu. J'étais assise à une table avec l'oncle Henri, Antoine et monsieur Beaumont. Guillaume et Clara étaient de l'autre côté de la pièce, et je pouvais sentir les yeux de Clara sur nous toute la nuit. Guillaume avait juste l'air malade, fixant son assiette. Après le gâteau, l'oncle Henri se leva pour faire un discours. Quand il eut terminé, Clara, dans une démonstration d'audace à couper le souffle, se leva, une coupe de champagne à la main. Si je pouvais juste dire quelques mots, gazouilla-t-elle, comme si elle était l'hôtesse. Je veux juste dire à quel point c'est merveilleux de faire partie de cette famille si unie. Ses yeux croisèrent les miens. La famille est si importante. C'est une question de loyauté. C'est une question de partage. Un murmure d'approbation parcourut quelques tables. Guillaume et moi, continua-t-elle, nous nous sommes sentis si attaqués récemment par des gens dans cette même pièce qui ont essayé de nous cacher des choses, qui ont accumulé l'héritage de la famille. Mais nous savons que l'amour et la loi l'emporteront à la fin. Elle essayait de me faire passer pour une criminelle devant tout le monde. Je me suis levé. Tu as absolument raison, Clara. La pièce devint silencieuse. Clara parut momentanément stupéfaite que je réponde. Tu as tellement raison, dis-je, ma voix calme et portant dans la pièce silencieuse. La loi l'emportera à la fin. Et tu devrais tout savoir à ce sujet, n'est-ce pas, mademoiselle Morel ? Le sourire de Clara se figea. Guillaume, qui fixait son assiette, releva la tête brusquement, le visage cendré.
Je suis désolé, dit Clara, sa voix quelques notes plus haut. Je ne sais pas à qui vous parlez. Je vous parle, Clara Morel, dis-je en faisant un pas en avant. De Nice, dans les Alpes-Maritimes. Je parle de votre dernier mari, un homme de 78 ans. Je parle du procès que ses enfants ont intenté contre vous pour abus de faiblesse et abus sur personne âgée, pour avoir essayé de le contraindre à vous céder sa maison. Un hoquet de stupeur collectif aspira l'air de la pièce. Elle ment, hurla Clara, son masque de sophistication se brisant. Guillaume, dis-leur qu'elle ment. Guillaume était figé, la bouche ouverte, incapable de parler. Vraiment, demandai-je. Alors peut-être que vous pouvez expliquer qui est mon invité. Je fis un geste vers ma table. Clara Morel, j'aimerais vous présenter correctement Monsieur Thomas Beaumont. C'est l'homme qui a intenté ce procès. L'homme dont vous avez laissé le père avec 180 000 € de dette après qu'il ait eu un accident vasculaire cérébral. Thomas Beaumont se leva, son visage un masque de fureur froide. Il regarda droit vers Clara. Vous avez ruiné mon père, dit-il, la voix tremblante. Il est mort en croyant que vous l'aimiez pendant que vous maximisiez ses cartes de crédit. Je suis juste heureux que mes nouveaux amis du bureau du procureur de la République s'intéressent enfin à vos voyages. Le visage de Clara se décomposa. Le sang le quitta, laissant son maquillage ressembler à un masque grotesque. Elle regarda Guillaume, les yeux écarquillés de panique. Guillaume, fais quelque chose. Mais Guillaume ne la regardait pas. Il me regardait. Et pour la première fois de sa vie, je le vis non pas comme un tyran ou une victime, mais comme un homme qui comprenait enfin la profondeur de sa propre stupidité. Il se leva, sa chaise raclant bruyamment. Il tremblait. Il regarda Clara, sa robe parfaite, ses cheveux parfaits et la panique totale et avide dans ses yeux. La police, murmura-t-il, sa voix se brisant. La police à la maison de la plage. C'était toi. Toi. Tu m'as dit de forcer la porte. Tu m'as filmé. Tu allais l'utiliser contre moi, n'est-ce pas? Le visage de Clara fut sa réponse. Elle ne nia pas. Guillaume laissa échapper un son à un sanglot étranglé et angoissant de réalisation. Il vit tout. La blague au mariage, la campagne de dénigrement, l'effraction. C'était tout elle. Il n'était que l'idiot qu'elle avait trouvé pour faire son sale boulot. Il se tourna, non pas vers moi, mais vers elle, et dans un moment de drame pur et non scénarisé, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Sors, murmura-t-il. Quoi, siffla Clara. Sors, rugit-il en montrant la porte. Éloigne-toi de moi. Toi. Tu es un monstre. Tu as essayé de ruiner ma sœur. Tu m'as ruiné. Clara, pour la première fois, parut vraiment vaincue. Elle vit les 150 visages de notre famille la fixer, non plus avec admiration, mais avec une compréhension et un dégoût naissant. Elle vit Guillaume, sa marionnette, dont les ficelles étaient coupées. Elle me vit, Antoine et Monsieur Beaumont une équipe juridique imbattable. Elle attrapa son sac à main, son visage une contorsion de haine pure. Tu le regretteras, Guillaume, cracha-t-elle. Tu regretteras tout ça. J'en doute, vint la voix d'Antoine Lemaire sur le côté. Mademoiselle Morel, je vous conseille de trouver un bon avocat pénaliste. Vous en aurez besoin. Clara a fui. Elle n'a pas marché. Elle a couru, bousculant un serveur et poussant la porte principale du club, disparaissant dans la nuit. La pièce était silencieuse. Guillaume se tenait là, tremblant, un homme vidé. Il me regarda, les yeux en larmes. Camille, suffoqua-t-il. Je. Il ne put finir. Il s'effondra simplement sur sa chaise et enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées par les sanglots d'un homme qui venait de tout perdre et réaliser qu'il avait été sauvé. Dans le silence stupéfait qui suivit le départ de Clara, Antoine Lemaire et moi nous sommes approchés de la table de Guillaume. Il pleurait toujours, un son profond, saccadé et laid d'un homme dont le monde venait d'imploser. Ma colère, qui avait été un bouclier pendant des semaines, s'est finalement dissipée, ne laissant qu'un épuisement profond et familier. Guillaume, dis-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. C'est fini. Il leva les yeux vers moi, son visage dévasté par les larmes et le dégoût de soi. Elle m'a dit que tu mentais, Camille. Elle a dit que le rapport était faux. Que tu
Tu étais juste jalouse. Je sais, dis-je. Allons, je te sors d'ici. L'oncle Henri était déjà au pupitre, sa voix tonitruante. Eh bien, il semble que le spectacle soit terminé. S'il vous plaît, tout le monde, profitez du reste de la soirée. Il était, comme toujours, le maître de la gestion de crise. Antoine, Monsieur Beaumont et moi avons fait sortir Guillaume par une porte latérale. Nous l'avons installé dans ma voiture, et je l'ai ramené à mon appartement, pas au sien. Il n'était pas en état d'être seul. Il est resté silencieux tout le trajet, regardant par la fenêtre, laissant parfois échapper un sanglot étranglé. Quand nous sommes entrés, il s'est assis sur mon canapé, l'air petit et brisé. Elle a mes cartes de crédit, murmura-t-il. L'appartement. Le bail est à nos deux noms. Nous allons nous en occuper, dis-je. Antoine demandera une annulation de mariage pour motif de fraude dès demain matin. Nous gèlerons tes cartes. Tout ira bien. Bien, se moqua-t-il, la voix rauque. J'ai versé du champagne sur ta tête, Camille. Devant tout le monde. J'ai essayé de voler la maison de nos parents. J'ai fait entrer ce monstre dans notre famille. Comment pourrais-je jamais aller bien? Je m'assis en face de lui. Tu peux commencer par comprendre, Guillaume. Tu as été faible et tu as été cupide. Elle a vu ça. Mais tu n'es pas un monstre. Tu es juste mon frère. Et tu as été un imbécile. Il tressaillit, mais il hocha la tête. Je suis tellement désolé, Camille. Je suis tellement désolé. Les conséquences furent rapides et décisives. Antoine Lemaire, en collaboration avec l'équipe juridique de Thomas Beaumont, présenta les preuves combinées au procureur de la République. La vidéo de Clara incitant Guillaume à entrer par effraction dans la maison, combinée au témoignage de l'affaire Beaumont, suffisait à dresser un tableau clair d'un schéma de comportement prédateur. Un mandat d'arrêt fut émis contre elle. Elle fut appréhendée dans une autre région, essayant d'utiliser une des cartes de crédit de Guillaume dans un hôtel de luxe. Elle fait maintenant face à une série d'accusations dans 2 régions, notamment pour fraude, vol qualifié et complot. L'annulation du mariage de Guillaume fut accordée. Il dut déclarer faillite, Clara l'avait saigné à blanc mais c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Il perdit son emploi clinquant dans l'immobilier, ses faux amis et son ego. Il finit par emménager dans ma chambre d'amis pendant 3 mois. Ce fut un long et douloureux processus de reconstruction. Il suivit une thérapie. Il trouva un travail, un vrai, avec un salaire, dans une entreprise de logistique. Il vint aussi, pour la première fois, à la maison de la plage pour travailler. Un week-end, environ 6 mois plus tard, il est venu avec moi. Il ne s'est pas assis sur la véranda. Il a passé 2 jours entiers à poncer et à reteindre la rampe qu'il avait brûlée toutes ces années auparavant. Nous étions assis sur la véranda ce dimanche soir, à regarder le coucher de soleil, la vieille boîte à outils de mon père entre nous. C'est magnifique, dit-il doucement. Papa, il savait vraiment comment construire des choses, n'est-ce pas? Oui, dis-je. Il se tourna vers moi, les yeux clairs pour la première fois depuis des années. Merci, Camille. Pour m'avoir sauvé. Et pour avoir sauvé ça. Je sais que je ne le mérite pas. Ni toi. Tu as raison, dis-je. Tu ne le mérites pas. Mais tu es mon frère, et le souhait de nos parents était de préserver cette maison pour la famille. Tu fais toujours partie de la famille. Je n'ai pas restauré ses pleins privilèges. Je ne pouvais pas. Mais j'ai retiré l'ordonnance d'interdiction de pénétrer sur la propriété. Il peut venir maintenant, mais seulement quand je suis là. C'est un début. Quant à moi, j'ai un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. La fiducie est en sécurité. Ma famille, ce qu'il en reste, est en voie de guérison. Mon piège astucieux ne concernait pas seulement les actifs ou la vengeance. Il concernait la vérité. Guillaume devait voir le monstre en face de lui pour enfin cesser d'en être un lui-même. La douche au champagne a été la nuit la plus humiliante de ma vie.